Bon après-midi et bienvenue à tous. Je m'appelle Béatrice Jahanbin et je suis éducatrice ici au Musée des Beaux-Arts du Canada. Je suis très heureuse de vous accueillir cet après-midi à Jack Bush, illustrateur et peintre. Jack Bush, illustrateur et peintre, est une conversation entre Marc Maillet et Sarah Stanners, commissaire associé de l'exposition. Marc Maillet est directeur du Musée des Beaux-Arts du Canada. Parmi les postes qu'il a occupés antérieurement, il a été directeur du Musée d'art contemporain de Montréal, directeur adjoint pour l'art au Brooklyn Museum de New York, directeur de la Galerie d'art contemporain de Power Plant du Centre Harbour à Toronto et conservateur de l'Albright Knox Art Gallery à Buffalo, à New York. Il a organisé 30 expositions, notamment des expositions monographiques sur l'œuvre de Jean-Michel Basquiat, Judy Chicago, Stan Douglas, Thomas Noskowski et, cette année, Jack Bush. Il a participé à la rédaction du catalogue de Jack Bush et à de nombreuses publications à son actif sur le sujet de l'art et de la politique artistique. Le Dr Sarah Stanners, conservatrice indépendante et co-conservatrice de l'exposition Jack Bush et co-rédactrice du catalogue. De 2003 à 2005, Sarah a été conservatrice adjointe au Musée des Beaux-Arts, enfin la Galerie d'art Justina Art Gallery de Toronto, où elle a été conservatrice de plusieurs expositions, y compris celle de Stephen Hartis à l'automne 2006. Donc, depuis 2006, le Dr Stanners enseigne l'histoire de l'art moderne et contemporaine à l'université. En 2009, elle a reçu une bourse de recherche postdoctorale du Conseil de recherche en sciences sociales et humaines du Canada pendant qu'elle était à l'Université de Colombie-Britannique. Elle a travaillé donc ou elle travaille à un ouvrage sur Jack Bush qui sera publié en 2016. Veuillez vous joindre à moi pour accueillir Sarah Stanners et Marc Maillet. Nous allons faire tout en notre pouvoir pour être merveilleux. Nous devions trouver une introduction à cette conversation. Il y a une exposition donc qui remplit 12 ou 13 salles. Et cela couvre 5 décennies d'une carrière d'artiste. Les années 30, 40, 50, 60, 70. Vous avez peut-être été étonné de voir dans une petite pièce des œuvres commerciales de Jack Bush. Je n'ai pas la confirmation certaine, mais je crois que c'est un autoportrait de Jack Bush. Comment avons-nous pu passer d'une illustration à la Rockwell à la peinture abstraite? Il faut dire que Jack Bush a mené une vie double. Il a été artiste commercial pendant 41 ans. Le jour, il était illustrateur, il illustrait des articles pour des revues, pour de la publicité. Et le soir, après avoir bêché son jardin avec sa femme, il se retirait dans son studio et il peignait. C'était la partie la plus intéressante de sa vie. Et vous ne pouvez peut-être pas lire le texte, mais il s'agit de penser au moment où l'on quitte le travail. Jack, pour sa part, lorsqu'il quittait le travail, voulait rentrer chez lui pour peindre. Il avait un studio dans sa maison. Il créait ces grandes peintures, ces grands tableaux que vous avez vus dans l'exposition. Il est assez difficile d'imaginer quelqu'un qui peut penser de deux façons à la fois. Il recevait des idées de la part de ceux qui voulaient qu'il prépare certaines annonces publicitaires. Il travaillait dans le contexte des limites qui lui avaient été imposées. Mais dans son atelier, il était totalement libre. Il devait respecter quand même les paramètres de l'art contemporain. Comment peut-on arriver à concilier cela dans sa tête? Comment peut-on avoir à la fois
une vie qui porte sur la préparation d'images et d'une façon très différente, la préparation de tableaux. Passons à la diapo suivante. Ce qui est intéressant lorsqu'on est co-conservateur, c'est qu'on partage une passion pour l'artiste. Et les membres du personnel qui travaillaient avec nous pour préparer cette exposition sont des gens fantastiques qui ont eu du plaisir à nous voir préparer l'exposition. C'est une excellente façon de faire des compromis. Nous avons eu beaucoup de plaisir à faire cela. Nous n'étions pas toujours d'accord. Ceci est intitulé Pour l'éternité et c'est une des œuvres présentées lors de cette exposition. Typiquement, lorsqu'on regarde ce tableau pour la première fois, ce tableau se trouve habituellement dans un appartement de Manhattan. Les gens qui entrent dans l'appartement voient tout de suite ce qu'ils imaginent être un tableau de Franz Klein. Mais il faut trouver le fil conducteur de cette exposition. L'illustration est toujours là. C'est la base de la carrière artistique de Jack. Et même si cela semble être une attaque d'une toile, c'est quelque chose qui a été très bien planifié. Je ne sais pas si vous pouvez voir la résolution sur l'écran. Vous pouvez voir qu'il y a un trait de crayon. Il a pensé à chaque coup de pinceau. Et avec son crayon, il sait jusqu'où le pinceau doit aller. Dans certains cas, la ligne semble être brisée, mais il sait que le résultat de son coup de pinceau sera brisé. Il travaille à partir de petits dessins comme Franz Klein et il se donne des directives lorsqu'il dessine les contours de sa peinture abstraite. Ce que j'aime de ce tableau, et même si c'est quelque chose qui n'est pas tellement original, ce n'est pas typique de ce qu'on entend par Jack Bush, mais vous avez un gris chaud qui est très satisfaisant. J'aime bien également ce qui se trouve dans le coin droit du tableau. Nous voulions éveiller les gens aux 3 influences majeures dans la vie de Jack Bush. Nous allons y parvenir un peu plus tard. Son psychiatre, le Dr. J. Allen Waters, de même que Clement Greenberg. Vous connaissez probablement ce lien entre les deux. Greenberg était un critique d'art de New York qui a rendu célèbre Jason Pollock. La famille a été surprise et intéressée. Sa femme, Mabel, a été frappée elle aussi. Vous avez des traces blanches à l'arrière. Mabel a vu ce tableau et il a éliminé les traces de peinture qui ont dégouliné. Jack travaillait à partir d'un format. Ceci avait un lien avec ses illustrations commerciales. Mabel a peut-être été la personne la plus importante dans la vie de Jack Bush. Il se mettait à transpirer s'il était loin d'elle pendant plus de 24 heures. Mais il y a des moments dans les lettres que sont écrits Greenberg et Jack Bush, et Greenberg lui avait dit de résister à Mabel et de ne pas s'en tenir à son opinion sur ce qu'elle pensait de ses peintures. Jack Bush a souvent été décrit comme un gentleman. C'était le père de 3 enfants, de 3 garçons. Il est resté avec sa femme pendant un grand nombre d'années, pendant toute sa vie. C'était le genre d'artiste qui voulait être le rocher sur lequel s'appuyait sa famille.
Greenberg n'était pas exactement un gentleman. C'était quelqu'un qui était célèbre. Il avait la réputation d'être arrogant. Il y a un livre qui vient d'être publié par la veuve de Greenberg, qui était connue sous le nom de Jenny. Elle a parlé d'un mariage compliqué. C'était une vierge de 22 ans lorsqu'elle a épousé Greenberg, qui avait 50 ans. Juste avant leur mariage, Greenberg lui a dit « Ça va être un mariage ouvert ». C'était donc très différent. Mais Jack Bush avait une relation passionnelle. Alors, vous avez Zoom ici. Jack Bush était vraiment amoureux de Mabel et attachait beaucoup d'importance à sa relation avec elle. J'ai lu son journal de 50 ans à 77 ans. Il avait des rapports passionnés avec elle. Il a toujours éprouvé beaucoup d'amour pour sa femme. Et cette passion ressort parfois dans ses tableaux. C'est quelqu'un qui a été en thérapie pendant une période de 30 ans. Et lorsqu'il a produit ces tableaux, il suivait une thérapie depuis 12 ans. Je pense qu'il y avait une sorte de libération sociale avant la lettre. Et ce sont des tableaux qui n'ont pas été jugés ésotériques ou qui n'ont pas eu beaucoup de succès comme tableaux ésotériques. Mais il s'agit de formes phalliques suivies d'une explosion. Dans le cas de Bonnet, la première image que nous vous avons montrée, il s'agit d'une fleur, d'un chapeau, ça vous rappelle toutes sortes de choses. Et je pense que c'était quelque chose de délibéré. Il a fait cela pour sa première exposition à New York. C'était un homme d'âge moyen qui voulait s'installer sur le marché de New York. Il parlait de sexualité depuis 12 ans avec son thérapeute. Son anxiété n'était pas reliée au sexe, elle était reliée au fait qu'il travaillait trop lorsqu'il poursuivait ses deux carrières à la fois. Mais je trouve que cet aspect priapique n'avait pas été mentionné à l'époque. On n'en parle pas beaucoup, même aujourd'hui. Et ce n'est pas parce que je suis un féministe caché que je vois des images phalliques un peu partout. Je pense que Mme Stanners est d'accord. Nous avons différentes façons de regarder les choses sous mon angle en tant qu'historienne de l'art. Il y a ce qu'on appelle la théorie de la perception. Vous voyez un tableau, vous avez votre propre réaction. Parce que dans certains cas, un tableau va vous choquer, d'autres tableaux vont vous inspirer. Ce point de vue est très valable. Il y a des historiens qui vont écrire des livres sur la façon dont certains tableaux sont accueillis. Il y a également la question de l'intention de l'artiste. Voulait-il vous faire fâcher? Voulait-il vous exciter? En préparant le catalogue, j'ai noté, et vous avez dit, Marc, que vous aviez été frappé comme certaines illusions qu'on pouvait voir dans une salle de toilette pour hommes, d'un graffiti d'une salle de toilette pour hommes. C'est parce que vous n'êtes jamais allé dans une salle de toilette pour les hommes. Ces dessins ne sont pas amusants, ils sont pornographiques. Un autre aspect qui m'a intéressé, c'est que j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec Marc. C'est que nous passons de ce geste excité et tout à coup, avec Zoom, nous avons un geste illustré. C'est dépouillé, c'est la représentation d'une tache. C'est l'image d'une plage, mais on l'a dessinée en dessous au plomb. Et c'est beaucoup plus graphique. Et Marc a pensé que Jack voulait se moquer de quelqu'un ou se moquer un peu du tape à l'œil new-yorkais.
Je pense que la théorie de la réception ou de l'accueil, à savoir ce que reçoit le public en regardant un tableau, cela fait partie de l'art. Et la façon dont les gens accueillent les œuvres d'un artiste, cela fait partie de l'ensemble. Sous l'angle présent, sachant comment Clément Greenberg en avait assez de ces gestes trop athlétiques et qu'il s'en moquait, qu'il se moquait du tape à l'œil new-yorkais. Il s'agit donc de satire, mais Jack Bush a repris cette notion du tape à l'œil new-yorkais et il en a fait un phallus énorme. Mais il n'y a pas de preuve selon laquelle c'était son intention, parce que c'est la façon dont j'interprète cela. Enfin, c'est intéressant, des décennies après le décès d'artistes, d'analyser leur œuvre. Je pense qu'il y a une plus grande appréciation, disons, pour cette série d'œuvres. L'autre remonte à 40 ans, organisée par le Musée des Beaux-Arts de l'Ontario. Ils ont choisi des œuvres de 58 à 75, ce qui en soi en dit long sur l'importance qu'ils accordent à cette période de l'œuvre de Jack Bush. Écoutez, les conseils que des gens, des artistes nous donnent, enfin, ou des critiques d'art nous donnent, c'est si vous voulez percer, vous devez faire quelque chose de spectaculaire. Pensez à Matisse. Ce qui a lancé sa carrière, ça a été le portrait de sa femme avec cette strie sur son visage. Donc, je pense que Jack Bush a reçu ces mêmes conseils de Clement Greenberg, à qui il aurait dit, bon, prenez des risques, faites quelque chose de complètement spectaculaire, puis ensuite, vous pourrez vous exprimer en tant que Jack Bush comme vous le souhaitez. Jack était très conscient du fait que sa première exposition seule à New York, à la Galerie Alcorn, sur l'avenue Madison, ne serait pas une exposition où il vendrait beaucoup d'œuvres. Il n'exposait pas ses œuvres en espérant en vendre 5 ou 6 pour payer son hypothèque. Il payait son hypothèque avec ses illustrations commerciales. Donc, en quelque sorte, cela lui donnait une plus grande marge de manœuvre, ce qui est bien différent du sort des artistes américains qui vivaient de leur art. Et Jack a toujours gardé son emploi de jour. Il n'y a renoncé que lorsqu'il a eu un contrat avec 3 marchands d'art qui lui garantissaient un revenu. Il avait presque 60 ans. Il était donc illustrateur commercial toute sa vie. Il en était très fier et il a eu une très, très belle carrière pendant 41 ans. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui... Enfin, il avait ce poste de jour pour pouvoir être artiste de soir, mais il aimait beaucoup, en fait, son travail de jour. Il aimait les deux, son travail d'illustrateur et son travail d'artiste le soir. Oui, en fait, il travaillait toujours dans le domaine des beaux-arts, ce qui lui a permis de faire des toiles très étonnantes, comme celle-ci, par exemple. Tight Sash à gauche de 1963, donc ceinture serrée, et Orange, rose et vert de 1964. Et ces deux œuvres partageaient le coin. C'est le coin préféré de Sarah. Et en fait, c'est assez spectaculaire. C'est très intéressant, ces deux œuvres. Et on apprend beaucoup de choses sur ces deux œuvres en les comparant. Personnellement, 2 jours, je prépare des catalogues d'œuvres d'artistes, et notamment celui de Jack. Et donc, je recueille, en fait, je recense toutes les œuvres, toutes les toiles de Jack. Il y a quelques 1800 toiles de Jack Bush sur ses 50 ans de carrière. Les gens s'étonnent de ce volume, mais en fait, si on fait le calcul, c'est 1 œuvre par semaine. Il y a certains artistes qui ont quelques 7000 toiles à leur actif, donc 1800 reste gérable comme volume. Nous en avons trouvé 1300 environ. La façon dont je travaille, c'est que je les présente par ordre chronologique.
dans ma base de données, la façon dont j'aborde les œuvres est chronologique. Et puis ensuite, les œuvres sont présentées donc dans l'espace de l'exposition où sont arrivées. De voir ces deux-là ensemble était très révélateur, était extraordinaire pour moi de me placer devant elles et de me rendre compte du grand bond réalisé entre les deux tableaux. Ces deux tableaux, de prime abord, paraissent simplement abstraits avec une petite ceinture au milieu, mais en fait, ces deux œuvres sont bien différentes. Dans Orange, Rose, Vert, c'est connu comme une de ces œuvres qui ressemble à une queue de poisson. Et pour ces œuvres-là, clairement, il nous montre donc une figure, enfin, sur un fond. C'est une façon très traditionnelle de peindre, donc il y a quelque chose au fond de la toile et quelque chose d'un dessin figuré par-dessus. Et donc, il y a cette queue en bas et puis cette ligne sur le dessus. Et sans trop de coups de trait de pinceau, il y a cette réalisation d'une œuvre abstraite. Et il n'y a plus finalement de perspective. Tout est en surface. Il n'y a plus de toile de fond et de dessin à l'avant-plan. Et en fait, cette toile en dit très long. Il a réalisé cette oblitération de l'illusion de profondeur en 1963 et il joue toujours avec ce même thème en 64 ou en 74. Et en fait, c'est très révélateur. Clement Greenberg est un grand théoricien de ce qui est plat. Qu'est-ce qu'une toile? C'est une œuvre bidimensionnelle. C'est tout ce qu'il faut savoir sur le sujet. Et essayons de travailler avec cette réalité ontologique dans son expression la plus simple, qui ne donne pas d'illusion de profondeur, comme c'est le cas pour d'autres œuvres depuis tellement de siècles. Et donc, ce qui est sans profondeur devient un culte presque, alors que les Britanniques, les artistes britanniques n'ont pas cette même vocation. C'est ça, c'est un peu surréaliste. Alors, Jack Bush réalise cette absence de profondeur. Cela dit, avec la géométrie ici dans l'œuvre de gauche, il y a une illusion de profondeur. Ce qui me plaît dans cette toile aussi, c'est que si vous regardez le petit carré jaune au milieu, et si vous le percevez comme un tourniquet, cela crée une illustration de la tension placée sur la toile. La toile est agrafée à un cadre et elle est très serrée. Donc, c'est une illustration de ce qui est serré et il y a une perspective aussi. Et pourtant, il n'y a pas de profondeur. Il n'y a rien à l'avant-plan, il n'y a rien à l'arrière-plan qui nous montre cette illusion de profondeur. Donc, c'est très, très intelligent. C'est brillant et ça a été reconnu comme tel. Ça a été reconnu comme une itération très intéressante de cette idée d'absence de profondeur. Alors que le tableau de droite est sans profondeur, mais laisse toujours entendre l'arrière-plan parce qu'il y a quelque chose à l'avant-plan. Et donc, c'est tout à fait, cela correspond tout à fait à la théorie de l'époque. Parfois, le mot théorie en rapport avec Clement Greenberg n'est pas tout à fait le bon mot. Goût, alors, plutôt que théorie? Oui, précepte peut-être, ou façon de voir les choses. Plusieurs personnes sont frustrées, ou en fait, leur compréhension de Greenberg, c'est que il se moquait des théories, mais ce n'est pas vrai. Il faisait beaucoup de recherches. Pour revenir à Bush, ce qui est intéressant, c'est que même si nous parlons de ce qui est plat, il est évident qu'il y a une texture, que son trait de pinceau est en jeu. Et en fait, l'œuvre ressemble presque à une aquarelle. Une chose dont je n'ai pas parlé avec vous, et je voulais toujours le faire, et je le fais maintenant, Orange, Rose, Vert a été crucial pour l'exposition de 1964. L'idée étant que c'est la prochaine tendance après la tendance abstraite. C'est une exposition qui a été organisée par le LA County Museum et qui est allée en tournée jusqu'à Toronto. Et le titre de cette exposition, Post-Painterly Abstraction, nous éloigne du figuratif. Et donc, Jack avait choisi les œuvres. Greenberg ne les a pas choisies. Jack, lui, a choisi ses œuvres. Orange, Rose, Vert est une des œuvres qu'il a soumises pour cette exposition. Et donc, il y a beaucoup de couleurs.
Il y a des preuves dans le journal de Jack que Greenberg n'était pas très heureux de son choix. Et il a dit, bon, vous avez cette occasion, c'est une exposition de Los Angeles et vous soumettez ces œuvres-là. Greenberg n'était pas parfaitement heureux du choix de Jack. Oui, c'est ça. Dans cette amitié, en fait, on en apprend autant sur Greenberg que sur Jack Bush. Il y a eu toutes sortes de théories, plus folles les unes que les autres, au sujet de cette relation, que Clement Greenberg était le directeur artistique des studios de Jack Bush et que les idées de Jack Bush n'étaient pas ses idées, mais plutôt des instructions de Clement Greenberg. Rien n'est plus loin de la vérité. Ce sont de très bons amis, ils se respectent, ils sont de parfaits contemporains. Et Jack Bush, je pense, taquine Greenberg sur ses idées et change l'expression de l'absence de profondeur en lui relançant la balle en disant « Bon, Clem, t'aimes toujours mes œuvres. » Oui, en fait, d'autres artistes se sont prononcés aussi sur cette relation avec Greenberg. Il y a une relation de père-fils et que font les gens par rapport à leur père. Ils ont beaucoup de respect pour lui, mais bien souvent, ils contestent un peu l'autorité. Cela fait partie de la relation. Mais Jack, dans un très beau passage où il réfléchissait à l'importance de deux hommes dans sa vie, le docteur Walters et Clement Greenberg, il a dit, en fait, ce sont des gens qui me permettent de tester mes idées. Donc, Jack leur a montré ses œuvres, s'expliquait, leur parlait, et il le faisait pour se comprendre lui-même. Il n'essayait pas de savoir ce que ces deux hommes voulaient qu'il soit, mais il testait ses idées. C'est comme quand on a une bonne relation avec un ami, on se comprend mieux soi-même en échangeant avec cet ami. Et donc, c'est la façon parfaite de décrire ces relations. Et Clement Greenberg est aussi en analyse. Donc, si vous avez suivi sur Twitter, qui réfléchit à la relation entre la créativité et la santé mentale. C'est une étude réalisée par Harper qui montre que 50% des expressionnistes abstraits étaient en thérapie pour une forme de trouble mental. Était-ce un véritable trouble mental ou était-ce simplement à la mode que d'être en thérapie? Mais c'était extrêmement pour Jack Bush. Je ne sais pas dans quelle mesure c'était important pour Clement Greenberg, peut-être pas tellement, mais pour Jack Bush, cette thérapie, ou enfin le fait de pouvoir parler, rendait possible pour lui d'avoir ces deux vies. Et c'est très intéressant pour moi. J'aime beaucoup l'idée, en fait, chaque fois que je mentionne cela aux gens, ils disent, tiens, c'est tellement intéressant, comme vous l'avez dit l'autre jour. Jackson Pollock était aussi en thérapie. Oui, pendant longtemps, il a dit que n'eût été de la psychanalyse, il n'aurait pas pu atteindre le niveau d'abstraction qu'il a atteint. Frank Gehry a dit la même chose de son thérapeute. C'est grâce à lui qu'il est devenu Frank Gehry et qu'il s'est vraiment épanoui. Oui, je pense que c'est très révélateur, en fait, du moderniste qui réfléchit toujours à lui-même et cela se reflète dans la peinture, l'art et l'expression de soi-même. Qu'est-ce que la peinture? Enfin, on se concentre sur les limites de l'objet avec lequel on travaille, la toile, la peinture, etc. Et cela permet de réfléchir sur soi-même. Imaginez que vous vivez dans la banlieue de Toronto, vous avez ce travail de jour, vous êtes très actif socialement. Vous avez beaucoup de contacts avec les artistes, avec vos voisins, vous êtes actif au sein de votre église, vous avez 3 fils et vous réalisez ce genre d'œuvre pendant les années 60 à Toronto. Imaginez cette toile-ci, par exemple. Il faut du courage pour réaliser une telle œuvre. Il faut une certaine permission que l'on ne peut pas vraiment se donner à soi-même. Et cette relation avec son thérapeute est là où il a obtenu cette permission. Il a certainement obtenu grâce à Clement Greenberg qui lui disait « Vous êtes un peintre extraordinaire, c'est formidable. » Mais le thérapeute le console, l'aide à faire la paix avec cette angoisse qui est attribuable à cette tentative de se donner cette carrière avant-gardiste et d'être en même temps un illustrateur professionnel assez réservé de la banlieue de Toronto. Il y a un risque, et je sais que c'est une dimension importante de la vie de Jack Bush. On sait que
il était en psychothérapie parce qu'il souffrait d'anxiété généralisée. Et les gens demandent toujours qu'est-ce que c'était, pourquoi, quel était son problème, pourquoi est-ce qu'il était vraiment en psychothérapie. C'est inutile en tant que conservateur d'essayer de psychanalyser l'artiste. Ce n'est pas notre travail. Nous évaluons les œuvres. Et une façon, pour moi, enfin, il fallait que je voie dans quelle mesure il était fréquent pour un homme à la fin des années 40 de consulter un psychanalyste régulièrement. Ce n'était pas très fréquent, en tout cas pas à Toronto. C'était plus populaire à New York, enfin plus tôt qu'à Toronto. Oui, on a résisté à cela ici au Canada, cette tendance de psychanalyse freudienne. La psychanalyse au Canada n'intéressait pas beaucoup les gens et cela nous a pris beaucoup de temps avant de faire attention. Et il y a une deuxième chose évidente dont il faut parler. Il rencontrait le Dr. Walters régulièrement pendant très, très longtemps. Et ce que j'ai compris pour avoir revu ses méthodes, c'est que Jack est un homme extrêmement méthodique dans tous les aspects de sa vie, dans son rôle de père, dans son rôle d'artiste commercial, dans son rôle de peintre. Il était très intéressé, enfin obsédé presque, par la méthode. C'est-à-dire qu'il faisait des registres le matin pour consolider ses comptes. Il voulait toujours procéder de la bonne façon. Il avait cette rigueur constante, même à la fin de la journée quand il était fatigué, de peindre tous les samedis, tous les dimanches. Il était très, très, très méthodique. Et dans une certaine mesure, je pense que ces rencontres avec le Dr. Walters, c'était simplement une habitude. C'était une... Enfin, cela faisait partie de ce qu'il faisait. Ce n'est pas parce qu'il avait un grave problème psychologique, mais cela faisait partie de ses habitudes. Alors, ce n'est pas une thérapie, on va trouver une cure quand on fait, en fait, c'est un système d'entretien. Quand on a 2 carrières toute sa vie, c'est un système d'entretien. Mais on ne veut pas laisser entendre qu'on voit tout cela dans les œuvres. Les œuvres suivent une logique complètement différente qui n'a rien à voir avec la psychothérapie. Mais c'était une forme de thérapie pour lui. Et la façon dont son médecin décrit son art, enfin les instructions qu'il lui a données, c'est lorsque tu es dans ton studio, détends-toi, c'est ton espace, ferme la porte, tu n'as pas de clients, les enfants jouent dans le jardin, Mabel fait ce que Mabel fait, c'est ton temps, détends-toi et invente. Et je pense que c'était des conseils extraordinaires parce qu'il s'est détendu et c'est tellement détendu qu'il a pu inventer ses œuvres extraordinaires et ses couleurs merveilleuses. Je pense que la détente est quelque chose de magique. Vous pouvez voir cela au musée lorsque vous vous tenez devant ce tableau. Il y a des lignes distinctes de chaque côté. Et vous pouvez voir l'on tire un peu sur les côtés. Et on voit que c'était la fin du rouleau de toile. Mais Bush est libre de tout souci. Il n'est pas négligent. Il se rend dans son studio pour se détendre. Il s'inspire des œuvres qu'il admire, celles de Matisse, par exemple. Bien entendu, il faut faire très attention aux détails lorsqu'on fait de l'illustration commerciale, mais lorsqu'on s'installe dans son studio, on se détend. On est comme Louis Armstrong. Il n'est pas nécessaire de jouer juste la note exacte. Il faut trouver un rythme personnel. Nous avons ici un tableau à l'huile et en 66, il a commencé à travailler avec de l'acrylique. Si vous regardez ce tableau, il y a une reproduction dans le catalogue. Des gens me disent
Jack avait peint un tableau géométrique. C'est une façon trop rapide de décrire le tableau. Je pense que les gens doivent regarder le tableau. Il ne s'agit pas d'un tableau dur aux lignes rigides. La précision n'est pas là. À ce stade-ci, Jack se sert de ruban pour délimiter, de ruban gommé pour délimiter les parties de ces tableaux. Il ne corrige pas les débordements. Il y a une façon de tracer une ligne rigide très droite. Vous avez une couleur en dessous, vous mettez le ruban gommé par-dessus et vous peignez la deuxième couleur. Et lorsque vous retirez le ruban gommé, vous avez une ligne de démarcation très claire, très pure. Jack ne fait pas cela. Il aime que les couleurs s'entremêlent. Il aime que tout se fasse dans un contexte plus détendu. Et même lorsqu'il utilise du ruban gommé, il reste souple. Pour moi, c'est très satisfaisant. J'aime l'aspect confortable, comme une paire de pantalons qu'on porte souvent. Il faut s'écarter de l'obsession des choses qui sont faites de façon rigoureuse. Jack se détend et vous devriez pouvoir vous détendre aussi. Je repense à ses premières œuvres dont les couleurs sont démarquées par des rubans gommés. Vous pouvez voir que certaines barres sont un peu courbées. Je pense qu'on peut recourber une ligne tracée au moyen d'un ruban. Mais il redresse un peu ses lignes après avoir vu une autre exposition. Il passe à une période où il y a des lignes beaucoup plus rigoureuses. Mais il y a quand même certains débordements. Vous voyez que les choses sont un peu plus rigides. Ici, vous n'avez pas de courbe. Il a fait cela à main levée. Je peux vous montrer la technique. Vous pouvez utiliser un ruban gommé large. Il est possible de l'utiliser pour faire une courbe. Mais ce qui est merveilleux au sujet de ces tableaux, c'est que maintenant que la peinture est faite à main levée, vous voyez la surface plane qui est tellement importante. Notez qu'il y a une ligne diagonale qui nous laisse croire que les rayures du haut se trouvent sous les rayures diagonales. Cela vous donne une illusion de profondeur. Et c'est un autre exemple dans une série de nombreux exemples que Jack nous donne sur la façon de peindre une surface plane en montrant des effets de texture et de profondeur. Mais ce n'est pas le cas. Il y a d'autres expériences. En 68, vous avez des franges de couleur sur le côté. Vous pouvez voir deux choses. La frange se trouve à l'avant et vous avez une surface monochrome. Mais c'est une surface plane qui est beaucoup plus plane que la précédente. Mais il y a une lettre qui existe, qui a été écrite par Clement Greenberg en 68. Clément lui dit, « Jack, vous avez vraiment atteint votre but. Vous avez une couleur unique d'un côté et vous avez une série de couleurs. Vous avez découvert quelque chose. » Marc disait,
Mais comment pouvons-nous en obtenir davantage dans l'exposition? Vous avez une surface monochrome d'un côté et vous avez une frange colorée de l'autre. Il y a peu de ces tableaux. Alors, Jack l'a fait, il a réalisé un tableau magnifique, mais il s'est arrêté parce que Greenberg l'a critiqué. Mais il n'est pas comme les artistes américains, il ne produit pas des choses qu'il veut vendre absolument. Il joue dans son studio. Et lorsqu'il a découvert quelque chose, vous le voyez dans un tableau que vous verrez plus tard, il ne s'y intéresse plus et il passe à autre chose. Il ne s'agit pas pour lui de réaliser un produit, c'est ce qu'il fait pendant son emploi de jour. Si vous essayez de trouver la provenance de certains tableaux, et vous regardez les factures. Et au cours de sa vie, Jack Bush n'a pas eu de difficulté à vendre ses tableaux illustrant des franges. Il aurait pu continuer à les produire, mais pour lui, ce n'était pas la source de sa plus grande satisfaction. S'il trouvait qu'un type de tableau connaissait du succès, il avait atteint son but et il passait à autre chose. Je vais maintenant passer à un autre sujet. Cet art semble facile et c'est l'art le plus intéressant. C'est la même chose ailleurs. C'est comme un grand danseur. Ça semble avoir été produit sans effort, mais c'est la marque du succès dans toute forme d'art. J'aime la façon dont l'exposition est disposée. Après avoir vu les tableaux de 1968, nous voyons tout à coup ces nouveaux tableaux. Vous voyez des rayures, des barres, mais derrière tout cela, il y avait de la rigueur. Pourriez-vous revenir à ce tableau gris? Je comprends la frustration de Greenberg. Il y aurait dû y avoir 50 tableaux du même genre. Jack Bush n'a pas inventé des types de peinture. Ce n'est pas un pionnier de quoi que ce soit, mais c'était un artiste qui a produit des exemples fascinants. Et c'était également un artiste intéressant. Au Québec, on tendait à produire des tableaux monochromes. Paul Borduas l'a fait, une seule couleur. Mais d'une certaine façon, on vous donne un tableau monochrome d'une seule couleur par rapport au monde, mais il vous montre en même temps une gamme infinie de couleurs qui s'ajoutent à la première couleur. Il vous montre donc une couleur indivisible et il vous montre ensuite toutes les couleurs en même temps sur la même surface. Et c'est une solution merveilleuse au programme, ou plutôt à la situation d'un artiste qui est coloriste qui veut peindre des tableaux monochromes. Mais après cette série, vous voyez que Clement Greenberg lui a dit « Mais pourquoi n'en faites-vous pas davantage? Vous faites des objets magnifiques. » Il avait intitulé ce tableau « Gris pâle ». Et il y a un gris plus foncé qui est présenté dans un autre tableau. Il a peut-être eu ces deux tableaux dans son studio en même temps pour voir la différence entre les deux types de gris. Il a donné des titres à toutes ses œuvres. Il n'est pas nécessaire pour lui d'aller dans une encyclopédie pour trouver des titres exotiques parce que certains d'entre eux se sont inspirés de toutes les œuvres du Pacifique Sud. Les titres de Jack Bush sont simples, comme la ceinture. Il avait vu
une ceinture dans un magasin de vêtements pour femmes à New York. Ces références le relient au monde extérieur. Ça semble inexplicable dans le contexte de l'art moderne. Kandinsky, par exemple, disait que les titres devraient être comme de la musique ou comme des mathématiques. Mais dans le cas de Bush, est-ce que ceci vient du fait qu'il a été artiste figuratif pendant des années et illustrateur commercial? Il n'était pas prêt à abandonner la genèse de sa peinture abstraite. Il voulait se rappeler de certaines choses. J'essaie d'y réfléchir. Oui, il s'agit de mesures, surtout au cours des années 60, alors qu'il dressait un inventaire de ses œuvres. C'était un homme très méthodique qui faisait constamment des inventaires. Il y a une sorte d'utilité à ces titres courts pour identifier les tableaux. Vous en avez vu 3 présentés dans l'exposition. Il faisait il préparait, dis-je, des inventaires dans des petits cahiers. Vous en avez dans l'exposition. Je crois honnêtement qu'il essayait de garder la trace de tout ce qu'il faisait. Vous avez, par exemple, un tableau comme Vers l'éternité. Il donne des titres dramatiques, mais lorsqu'il découvre vraiment ce qu'il aime le mieux, il donne des titres très simples. Il s'agit presque de numéros de série. Cela lui permet de se rappeler de ses œuvres beaucoup plus facilement que si c'était 4-0-1-3-2. Et d'une certaine façon, c'était une chose utile que d'avoir des titres tout simples pour les énumérer. Je ne sais pas s'il pensait qu'il y aurait toujours un lien avec les spectateurs. Dans l'exposition, vous avez Ocre vers le haut. Il a décidé, après une exposition, que le tableau était plus agréable à regarder si l'ocre se trouvait au bas. Lorsque des gens me disent qu'une œuvre n'a pas de titre, je sais que le titre a été perdu quelque part. Il y a certaines œuvres qui, clairement, ne sont pas des œuvres auxquelles Jack Bush a donné un titre, mais ça a été un titre qui a été attribué. Jack a une certaine passion à l'égard de ces titres. Ils sont courts, concis, descriptifs et font office de numéros de catalogue en quelque sorte. Bon, je ne vais pas vous poser d'autres questions similaires à celle-là parce que nous commençons à manquer de temps. Il est presque 3 heures. D'après ma montre, je dois dire que cela fait 45 minutes et 36 secondes que nous parlons. Il nous reste 15 minutes. Donc, ça veut dire que vous ne pourrez pas poser de questions. Passons à ceci. Je voulais faire ce grand bond en avant entre cette image-ci. Il appelait ça note de couleur. Il aimait beaucoup les crayons feutres qu'on pouvait juste glisser dans sa poche et les en extraire pour s'amuser. Donc, vous voyez les esquisses pour un tableau. Il a travaillé à ocre sur le dessus, donc, ou ocre vers le haut au début. Et puis ensuite, il a fait d'autres essais de couleurs qui remontent au début de sa carrière. Et cette toile qui s'appelle Vinaigrier, ou en fait sumac, c'est une toile qui n'était pas encadrée. Il a fallu l'encadrer pour voir toutes les couleurs. Ces méthodes sont tout à fait conformes à ces essais de couleurs, en fait, en début de carrière. Et j'ai beaucoup aimé cet aspect de cette œuvre.
Donc, on voit les 7 couleurs à droite et vos conservateurs qui ont revu toutes les peintures avant de les exposer ont constaté qu'ils faisaient des essais de couleurs à l'endos des toiles avant de les réaliser. Oui, et en fait, cela faisait partie de ses habitudes d'illustrateur. Exactement. Alors, voici Jeux d'enfants. Chaque fois que je regarde cette œuvre, je vois qu'elle se trouve entre les deux mondes, en fait. Il y a cette impression d'illustration. Jack faisait des illustrations aussi, pas uniquement pour des revues, mais qui accompagnaient une histoire, par exemple, pour Chatelaine, pour Maclean. Et donc, cette deuxième œuvre en bas à droite, Arbre illuminé, accompagne une histoire parue dans le Chatelaine. Oui, c'est ça. Et la gouache qui s'appelle le jeu d'enfant était une construction de son fils. Il trouvait ça très intriguant et donc il en a fait une aquarelle à la gouache très précise qui consigne la construction de ce petit garçon dans le jardin. On voit Terry qui est accroupi en toile de fond. Oui, apparemment, d'après Terry, papa a passé tout le week-end. C'était un week-end de congé, mais le papa était obsédé par la création de cette structure. Pour moi, en fait, c'est très parlant, cette œuvre-là. Oui, ce que je voulais faire ressortir, c'est que de temps à autre, quand on examine des œuvres, on voit les traits de crayon et il fait la même chose dans ses illustrations commerciales. Et en tant qu'artiste commercial, il faut avoir une vision particulière des choses qu'il transpose à ses œuvres abstraites plus tard dans sa carrière. Moi, j'ai pu analyser chaque œuvre. Et donc, dans ce registre où Jack note toutes ses œuvres, il analyse ses tableaux et parfois, il inscrit même le tableau avant que la toile ne soit terminée. Alors, ici, il a enlevé donc 3e barre. Là, il y a 2 barres, mais au départ, il devait y en avoir 3. Et quand vous irez voir la toile, vous verrez qu'on a enlevé une barre. Et parfois, on m'appelle pour dire, est-ce que c'est vraiment une toile de Bush ou est-ce que c'est un travail de conservateur mal fait? Je dis non, c'est du Jack Bush. C'est parfaitement du Jack Bush. Il corrigeait souvent ses toiles. On voit aussi dans certaines toiles qu'il mélange à peine quelques couleurs. Il utilise un rouleau pour appliquer la couleur à la toile comme toile de fond pour les couleurs de surface. Et donc, encore une fois, l'avant-plan et l'arrière-plan. Et ce qui est intéressant dans la façon dont il applique la peinture en surface, c'est que les couleurs sont très fines, très minces, et on voit au travers jusqu'à la texture. Et donc, d'une certaine façon, il continue de faire des peintures plates. Le fait qu'il a cette figure est ce qui rend la peinture plate. Elles sont extraordinaires, ces œuvres, très décontractées. Cette œuvre rose me rend complètement fou. Je ne l'aime pas du tout et je n'aime pas ne pas l'aimer parce que comment peut-on ne pas aimer cette couleur? Elle est tellement séduisante, on veut y plonger, et en fait, c'est son objectif. Et puis ensuite, il y a cette forme curieuse au bas qui n'a rien à voir avec ce qu'il a réalisé. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Oui, en fait, il joue avec cette illusion de platitude. C'est une boucle, en quelque sorte, mais il crée quelque chose de plat. Et j'ai toujours l'impression avec Jack Bush que son œuvre est intéressante et son œuvre me dérange. En fait, plusieurs de ses toiles me dérangent et me hantent. Même si cette peinture est très belle, la peinture ne vise pas à séduire ou à plaire. Et en fait, c'était le cas pour lui. Il avait ses 3 barres et il en a enlevé une, donc quelque chose le dérangeait. Et il a senti le besoin d'aller l'effacer. Il y a une histoire intéressante dans son journal. Mabel savait que c'était un problème de Jack qui se corrigeait lui-même. Et donc, ils ont décidé, OK, on va fermer le studio à clé. Voilà, on va l'enfermer à l'extérieur. Et ainsi, il ne pourrait pas aller corriger ses œuvres parce qu'il avait admis à des surcorrections. Et donc,
Une fois, cependant, ses cigarettes avaient été enfermées dans le studio. Et là, il a perdu la tête complètement. Mais il aimait toujours son épouse, malgré tout. Une des dernières œuvres de l'exposition, c'est Hors d'octobre en acrylique. Et il voulait qu'elle soit présentée ainsi, en forme de losange, qu'elle soit suspendue pour qu'on voit le losange. Vous avez peut-être vu l'exposition Gisbin Quilt qui a fait le tour du Canada et de l'Amérique du Nord. Donc des courtes pointes, une exposition de courtes pointes, une petite communauté de Louisiane, je pense. Les couleurs ne sont pas des couleurs de décorateurs très sophistiquées. La façon dont il applique la peinture, c'est avec une éponge. Et il revient donc à l'art abstrait de ses débuts. Et puis ensuite, il y a l'illusion non pas de profondeur, mais d'espace. Et ça, c'est d'une série de foulards. C'est une image de quelque chose qui a appartenu à Clement Greenberg un jour. Et c'est très curieux parce qu'on a l'impression que ces foulards, on a l'impression qu'il y en a des millions et qu'ils couvrent tout l'univers visuel de ce tableau. Et pourtant, ce qu'il a fait, c'est qu'il a exposé la toile et vous montre que l'image est ce qu'il a peint et il la cadre autour, c'est-à-dire qu'on voit où la toile s'arrête. Elle ne va pas jusqu'au bout. La peinture ne va pas jusqu'au bout de la toile. Donc, c'est la peinture sur une toile. C'est une illusion et il vous rappelle, mais ce n'est pas une véritable illusion. Je ne vais pas vous le laisser prendre au piège et que vous pensiez que j'écris l'infinité. C'est une de ses dernières œuvres et vraiment extraordinaire. Oui, et quand il a commencé à cesser de peindre autour du pourtour de la toile, il s'est rendu compte qu'il devait commencer à teindre la toile pour qu'il n'y ait pas de transition si dure entre la couleur et la toile. Et donc, il y a quelques œuvres qui ne sont pas parfaitement réussies, où il fait des tentatives de teinture de la toile. Voici une autre question que je voudrais vous poser, en fait, à ce sujet. Pourquoi expose-t-il le pourtour de la toile pendant cette période, pour certaines œuvres, mais pas toutes? Je pense qu'il avait dit à Greenberg, ou enfin, il avait dit qu'il fallait donner à son image plus d'espace pour s'exprimer. Jack, dans ce qu'il écrivait, il disait qu'il allait peindre ceci ou cela, mais il n'était pas du genre d'auteur à dire « voici ce que j'essaie de réaliser ». Il n'y a pas de théorie qui explique comment il s'y prenait. C'est simplement qu'esthétiquement, ça le satisfaisait. Il ne visait pas quelque chose de très compliqué. Je pense que ça lui semblait plus beau de cette façon-là. Enfin, je ne peux pas parler pour lui, évidemment, mais quand il a commencé à travailler ainsi, certains marchands d'art lui disaient, parce qu'il envoyait ses toiles sans les avoir étirées et sans les avoir encadrées, ou enfin placées sur un cadre. Et donc, les marchands d'art lui disaient, alors qu'ils allaient étirer la toile, enfin, ils se rendaient compte du fait que la toile n'était pas parfaitement carrée. Ils lui disaient, est-ce que vous pouvez éliminer cela? Et donc, ou enfin, éliminer les lignes. Et c'est à la fin qu'il a accepté. Donc, Greenberg est un esthète plus qu'un théoricien. Le théoricien suit l'esthétique et son évaluation intuitive, son jugement intuitif. Les gens aiment bien essayer d'élaborer des théories sur Greenberg. C'est un sujet de discussion maintenant, mais bien simplement, il aimait regarder. Voilà, c'est tout. Et donc, effectivement, c'était un esthète. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas écrit quoi que ce soit sur Jack Bush? Il l'a fait après sa mort dans ce livre extraordinaire de Karen Wilken, où elle a interviewé beaucoup de gens qui l'ont côtoyé, y compris le Dr. Walter. Je vous recommande la lecture d'ailleurs de cet ouvrage. Pourquoi est-ce que Greenberg n'en a pas fait la promotion comme artiste? Greenberg est comme John Hammond, pour ceux qui connaissent le jazz. C'est un impresario, un théoricien un peu, un impresario, mais pas celui de Jack Bush. Son premier ouvrage écrit, en fait, est des années 80. Et c'était comme un hommage à Jack, en quelque sorte. Greenberg avait une règle, en fait.
de ne pas rédiger l'introduction pour les catalogues. Mais en 1980, il en a fait une. Je pense que lui et Jack, ça fait que s'il devait commencer à écrire des choses sur Jack, les gens réagiraient en disant « Ah, c'est pour ça que Jack Bush a du succès, c'est parce que Greenberg écrit sur lui. » Et donc, ils avaient décidé de ne pas le faire et de ne pas faire allusion à Greenberg dans les articles qui étaient écrits sur Jack Bush. Ils étaient amis, c'était leur relation. Greenberg savait que Jack en savait plus sur la peinture que lui-même n'en savait. Et plus on voit son œuvre, plus on se rend compte que c'était un grand peintre. Il est mort trop jeune, en 1977, à l'âge de 67, 68. Oui, je ne suis pas forte en calcul. Je m'y connais en beaux-arts. Malheureusement, on n'a pas de calculatrice ici. Donc, et c'est tragique, ce décès prématuré. Comme vous le voyez, c'est quelqu'un qui était très créatif, qui n'a jamais atteint de plateau, comme A.Y. Jackson, par exemple, qui a réalisé la même œuvre pendant 20 ans. Ce n'est pas du tout Jack Bush. Il l'inventait tous les jours, jusqu'à la fin. Merci d'avoir été là. Merci de vos questions. Voilà, je voudrais saisir cette occasion pour remercier Marc Maillet et Sarah Stanners de nous avoir fait bénéficier de leur passion et de leur vision intéressante sur l'œuvre de Jack Bush. C'est un grand privilège. Merci. L'exposition dure jusqu'au 22 février 2015 et donc rendez-vous, si vous voulez plus de renseignements, sur notre site web, galerie.ca, /Jack Bush. Merci et bon après-midi.